prochain invité, ben, c'est vous, M. Breton. Tu pourras parler à ce moment-là plus longuement. Alors, Guy Breton est un enseignant à la retraite qui habite en banlieue de Montréal, mais continue à travailler pas mal fort. Depuis 1982, Guy s'est intéressé au livre de Rancia, mais de plus en plus depuis 2006. Il participe à un groupe d'études, a suivi des cours avec l'École Internet du livre de Rancia, a participé à la série de séminaires avec Moussa Ndiaye et présentement prend le cours de Master's Ministry avec l'école de The Christ Experiment. Ses diverses recherches sur des sujets précis du livre se traduisent en diaporamas ou en articles. Le sujet de sa conférence est « L'homme n'est-il d'abord animal ?» Vas-y, Guy. Guy, ton son n'est pas activé. Mon son n'est pas ouvert. Alors, je dis bonjour et bonsoir à tout le monde. Je suis un petit peu mal à l'aise dû au fait, disons, de la qualité des présentations que j'ai vues aujourd'hui. Je t'avais parlé d'un projet, puis j'en avais parlé à mon groupe, de pouvoir créer comme une espèce de cours qui pourrait s'adresser au public. Alors, moi, aujourd'hui, ce que j'ai vu, c'est bien des bons matériaux pour un tel projet. Alors, j'espère qu'on va pouvoir avoir accès pour pouvoir le partager. Parce que, disons, je suis hanté par cette idée, à un moment donné, disons, comme enseignant, puis connaissant le livre de Rancia, d'aller le faire connaître à des gens qui n'en ont pas beaucoup d'idées, mais qui s'intéressent à la spiritualité. Alors, dans ce sens-là, c'est du bon matériel pour donner un élan à un tel projet. Alors, mon sujet, c'est « L'homme n'est-il d'abord animal ?» Voilà la question auquel je vais tenter de répondre. Je me sentais intrigué par certaines interrogations. Voici les principales. Nous avons une personnalité, nous recevons 7 esprits adjuvats. À quel moment recevons-nous ces dons? La réponse est claire pour l'ajusteur et l'âme, mais peu claire pour les autres. Si nous ne recevons que quelques adjuvats à la naissance ou après, alors nous naissons peut-être avec un retard par rapport à certains animaux, parce qu'on voit que les animaux naissent et sont pratiquement matures après leur naissance. Et les animaux ont au moins 5 adjuvats qui se manifestent au fur et à mesure. Alors nous, on est moins développés. Bon, ça me chicote un peu ça aussi. Mais je me dis, on devrait avoir au moins autant d'adjuvats que les animaux. Le Père universel et la divine ministre doivent-ils surveiller le développement de chaque être humain pour leur attribuer ses dons au bon moment? Je me dis, cela n'a aucun bon sens. On voit l'ouvrage que ça donnerait à ces êtres-là. Parce que là, il faudrait suivre le cheminement de chacun et dire, oh, celui-là, il est prêt pour recevoir son adjuvat de conseil, lui, il est prêt pour avoir l'adjuvat de sagesse, bon, et ainsi de suite. Et je me dis, ça n'a aucun sens. Alors, j'ai essayé de dire, je vais essayer de rechercher dans le livre de Rancia et répondre à cette question-là, l'homme n'est-il animal? Mais voilà, les conclusions auxquelles je suis arrivé m'ont personnellement renversé. Ai-je erré? C'est la question que je me pose et j'espère qu'à un moment donné, j'aurai réponse à une confirmation de tout ça. L'homme est-il d'abord un animal? Naît-on animal pour devenir progressivement un être humain? Dans notre recours au livre du Rancia, 2 éléments à toujours respecter m'apparaissent importants. La signification des mots et le non-transfert des affirmations à propos d'un groupe
à un autre groupe d'êtres. Ici, par exemple, il est important d'éviter d'attribuer aux humains d'aujourd'hui les attributs des hommes primitifs. Alors, comme c'est un peu une démonstration, c'est un caractère un petit peu mathématique, c'est difficile de sortir ça de moi, j'ai mis ce que j'appellerais des postulats ou des grandes idées pour vous permettre de suivre. C'est une démonstration, c'est un peu peut-être compliqué. Alors, je vais vous dire au départ c'est quoi que je vais dire dans les prochains paragraphes. Premièrement, l'homme contemporain a énormément évolué par rapport à l'homme primitif. Le livre d'Urantia décrit comme suit le processus de croissance d'une planète. Alors, ça, c'est extrait du fascicule 34. Sur les mondes habités, l'esprit entreprend le travail de progression évolutionnaire en commençant par les matériaux inanimés du royaume. Il dote d'abord la vie végétale, puis les organismes animaux, puis les premiers ordres d'existence humaine. Chaque transmission successive de vie contribue à développer davantage le potentiel évolutionnaire de la vie planétaire, depuis les stades initiaux et primitifs jusqu'à l'apparition de créatures douées de volonté. Ce travail de l'esprit est en grande partie effectué par les 7 adjuvas, le mental esprit des planètes évoluantes qui unifient et coordonnent, qui conduisent toujours et ensemble les races des hommes vers des idées plus hautes et des idéaux spirituels plus élevés. Alors, cette première partie démontre que l'homme a évolué. Il est logique de penser que les humains des planètes de lumière et de vie ne recommencent pas le processus de croissance de l'humanité à partir de l'homme primitif. J'imagine qu'après 900 000 ans, l'humanité a assez progressé pour être loin du processus de croissance d'Andon et Fonta. Les diverses mutations des gènes au cours des siècles ont certainement contribué à modifier le modèle de départ, sans compter les releveurs de race, quand on pense aux princes planétaires, puis à Adam et Ève, et ainsi de suite, et le fait que le progrès est le mot de passe de l'univers. Donc, les races humaines ont été rehaussées depuis l'homme primitif. Les hommes de nos générations naissent et naîtront de plus en plus évolués jusqu'à ce que la planète ait atteint la phase de lumière et de vie. Voilà, l'homme a évolué. Deuxième élément, postulat ou idée que je vais développer, il faut des récepteurs dans le mental pour recevoir les adjuvats et il faut qu'ils soient là pour être ressentis. Voici un extrait. Cet extrait a été cité par Claude. Je dis, voici un extrait qui introduit une certaine confusion si on ne fait pas attention. L'homme mortel ressent pour la première fois le ministère de l'esprit en conjonction avec le mental lorsque le mental purement animal des créatures évolutionnaires manifeste une capacité de réception aux adjuvats d'adoration et de sagesse. Cette phrase laisse entendre mental purement animal au début des créations, comme le mental purement animal des créatures évolutionnaires. C'est une cause de confusion. Ce ministère des 6e et des 7e adjuvats dénote que l'évolution mentale a franchi le seuil du ministère spirituel et un tel mental ayant fonction d'adoration et de sagesse est immédiatement inclus dans les circuits spirituels de la divine ministre. Alors, ce paragraphe-là, je vais dire pourquoi il introduit une confusion. La première phrase de cet extrait introduit de la confusion si on oublie que les porteurs de vie faisaient à ce moment-là des expériences sur des animaux et qu'ils essayaient d'en faire des humains. Cet extrait décrit la progression d'Andon et Fonta issus de primates. Alors, c'est normal qu'on dise d'un mental purement animal. Oublier le contexte du premier couple d'humains primitifs et appliquer à l'homme d'aujourd'hui est une erreur. Car cela se passait sur notre planète il y a plus de 900 000 ans.
Après avoir constaté qu'Adon et Fonta répondaient au 6e, au 7e adjuvat, on les a déclarés et reconnus comme humains. S'ils n'avaient pas répondu ou on aurait poursuivi les expériences ou considéré d'autres animaux. Le cheval, qu'on dit que c'est l'être le plus intelligent après l'homme, l'éléphant, le dauphin, on peut descendre dans la liste. En plus, il faut porter attention aux mots utilisés ici. On a choisi dans cet extrait le mot « ressent ». Et pour ressentir les adjuvats, il faut d'abord qu'ils soient là. Tous les adjuvats sont des circuits mentaux disponibles dans notre univers à tous les êtres qui ont les récepteurs nécessaires et suffisamment développés ou qualifiés pour les percevoir et les ressentir. Aucun animal sur Terre n'a de tels récepteurs qualifiés pour ressentir les 6e et 7e adjuvats. Alors, l'idée que je voulais développer, il faut des récepteurs dans le mental pour être capable de recevoir les adjuvats et il faut qu'ils soient là pour pouvoir les ressentir. Ma troisième idée maîtresse, il faut un mental spirituel qui inclut le ministère spirituel pour ressentir le 6e et le 7e adjuvat. Alors, l'homme a dans son mental ses récepteurs mentaux. Mais que sait-on du mental distribué aux humains? On nous dit que le mental distribué aux humains par l'esprit infini par l'intermédiaire de la divine ministre est un mental qui inclut le ministère spirituel. Il semble bien, d'après les extraits de textes suivants, que ce soit un mental cosmique. Alors, analysons ces textes. Voici un extrait. Le mental possède la qualité unique de pouvoir être conféré à une très vaste diversité de vies, même les plus humbles et inaptes à l'expérience parmi les types d'êtres vivants les plus primitifs. Et il termine en disant « Et l'orientation du mental est toujours un ministère de personnalité, mental-esprit ou de mental-énergie. » Alors, je reprends de mon développement. Les deux mots importants dans cet extrait sont « conférer » et « orientation ». Le mot « conférer » a le sens d'accorder à quelque chose ou à quelqu'un une valeur ou une qualité particulière. Il faut donc comprendre ici que la qualité du mental est accordée aux intellects humains et subhumains. Subhumain ou moins qu'humain ou animal, et je m'interroge encore sur l'aspect du végétal. On n'en parle pas, c'est subhumain, mais on ne précise pas. Et l'orientation du mental correspond à deux sortes de mental, le mental-esprit ou un mental-énergie. Il n'y a pas d'autre conclusion possible que le mental-esprit est celui de l'homme et l'autre est celui de l'animal. Peut-être l'être humain possède les deux, mais chose certaine, les animaux n'ont pas le mental-esprit. Alors, ça développait l'idée, la troisième idée, il faut un mental spirituel qui inclut le ministère spirituel pour ressentir le 6e et le 7e adjuvat. La quatrième idée, le mental de l'homme est un mental cosmique. De plus, le mental-esprit accordé aux humains est aussi appelé mental cosmique. J'amène l'extrait qui démontre ça. Le créateur conjoint est l'ancêtre du mental cosmique. Et le mental de l'homme est un circuit individualisé, une portion impersonnelle de ce mental cosmique, tel qu'il est diffusé dans l'univers local par une fille créative, divine ministre, issue de la source centre troisième. Alors, je développe. La grande question est alors, à quel moment l'humain ou le futur humain reçoit-il son mental cosmique qui lui permet de percevoir et de ressentir les adjuvats? Alors, quand on est les mains engourdies, c'est étonnant de tourner les feuilles. Il semble bien, d'après les extraits de texte suivants, que ce soit à partir de l'arrivée du souffle de vie. Alors, la cinquième idée,
l'homme reçoit son mental cosmique à partir du moment où il reçoit son souffle de vie. Un extrait. Immédiatement après avoir reçu le souffle de vie, les êtres de tout ordre nouvellement créés sont instantanément reflétés au ciel. Un portrait vivant de la nature et du potentiel de la créature est transmis comme un éclair au siège des univers. On dit bien un portrait vivant de la nature de l'être et le potentiel. C'est ainsi que, grâce aux discerneurs, les senseurs sont pleinement informés de la sorte d'esprit exact qui vient de naître sur les mondes de l'espace. Il a un autre extrait. Il en est ainsi des hommes mortels. L'esprit mère de Sabitan vous connaît pleinement, car le Saint-Esprit sur votre monde sonde toutes choses. Et tout ce que l'Esprit divin connaît de vous est immédiatement accessible. Dès que les discerneurs séraphiques reflètent l'Esprit au sujet de ce que l'Esprit connaît de vous. Alors, je reprends dans mon explication personnelle. Ce que je comprends ici est que l'Esprit mère sait qui est animal et qui est humain. Il reflète certainement au ciel les humains. Cet enregistrement n'est-il pas ce qu'on appelle l'identité qui nous suit à jamais dans l'au-delà, l'identité éternelle? Il ne faut pas confondre cette identité avec l'identité matérielle. C'est deux sortes d'identités très communes. Moi, ce que j'appelle l'identité matérielle, c'est tu as un nom, tu as une adresse, tu as une personnalité, tu as ci, tu as ça, et tu vis sur la planète Terre, et ainsi de suite. Tandis que l'identité spirituelle, enregistrée au ciel, pour moi, c'est la véritable identité spirituelle. Et cet individu est enregistré dès qu'il a reçu le souffle de vie. Il me semble tout à fait logique de penser que le souffle de vie crée la vie de l'être à venir, l'être qui va se développer. La question que je pose ici est, est-ce que ce souffle de vie est transmissible, a été inscrit dans les systèmes de reproduction ou c'est encore l'esprit qui intervient? On sait que maintenant, les êtres ont des systèmes de reproduction. Est-ce que le souffle de vie est inclus dans le système de reproduction? Je n'ai pas de réponse à ça. C'est une interrogation pour moi, mais c'est possible. Sixième idée. Ce souffle de vie provient de la divine ministre. Un extrait qui le prouve. La vie est fournie et maintenue par l'entremise de l'esprit créatif. Tu envoies ton esprit et ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Un autre extrait. L'esprit de l'univers fournit le souffle de vie. C'est l'esprit de Dieu, divine ministre, qui fournit réellement l'étincelle vitale. Et quand la vie ainsi communiquée est épuisée, le corps matériel qui subsiste redevient de la matière morte. Quand la vie octroyée est épuisée, le corps retourne au sein de l'univers matériel auquel il a été emprunté par les porteurs de vie pour servir de véhicule provisoire à la dotation de vie qu'il avait transmise à cette association visible d'énergie-matière. Alors, ce souffle de vie provient de la divine ministre. Pour moi, le souffle de vie, c'est ce qui donne la vie à l'être qui va naître. Septième grande idée. La grande question est quand l'homme reçoit-il son souffle de vie? Personnellement, personnellement, je crois que j'ai reçu mon souffle de vie au moment de ma conception. Je ne vois pas d'autre moment. La science ouvre ici une question intéressante sur la conception. Je ne sais pas si vous avez lu ça, les études récentes concernant la conception. Avant, on disait que les spermatozoïdes entrent dans les trompes et c'est la course au premier arrivé
premier vainqueur. La science a démontré sciemment que ce n'est pas ça qui arrive. Les spermatozoïdes remontent les troncs et arrivent à l'ovule par milliers. Et ce n'est pas le premier arrivé qui rentre. Mais la science dit que l'ovule choisit le spermatozoïde qu'elle va laisser entrer. Alors moi, je me dis, ben oui, l'ovule n'est pas encore en vie. C'est un élément, puis l'autre, le spermatozoïde, c'est un élément, et il y a une nouvelle vie lorsque les deux s'unissent, l'individualité de l'être est complètement définie parce que tous ces gènes et tous ces chromosomes sont fixés à jamais. Okay? Alors ça, c'est l'individualité. À ce moment-ci, la question que je me pose, qui décide de quel spermatozoïde va pénétrer? Est-ce que c'est l'ovule? Je n'y crois pas. Est-ce que c'est quelque chose d'autre? La question reste ouverte. Alors, le souffle de vie, je me retrouve, bon, vous avez peut-être des idées, tout à l'heure, vous allez me communiquer là-dessus. Alors, la science, bon. Et j'ai reçu le souffle de vie au moment de ma conception, et je vais perdre le souffle de vie à ma mort. La mort, c'est vraiment la perte du souffle de vie. Et quand la mort est là, personne ne peut réanimer ça. Alors, si on parle de la vie elle-même qui abandonne la créature vivante ne possède ni identité ni personnalité. La vie n'est pas l'être lui-même. Elle ne survit pas individuellement à la mort. La vie s'éteint, mais durant son existence et le temps de son séjour dans le corps matériel, elle a subi un changement, une évolution énergétique et survit seulement comme fraction des forces cosmiques de l'univers. Un autre aspect, l'énergie de l'univers, c'est la science. Moi, je crois à la science. Je me dis que le coup de pied que ça prend pour que le livre d'Urantia éclate au grand jour, c'est la science qui va le donner. À l'heure actuelle, vous savez que les savants sont en train d'abandonner l'idée du Big Bang. Ça ne correspond plus à ce qu'ils ont trouvé. Higgs, les bosons, on a découvert, il y a 2-3 ans, les bosons de Higgs. Qu'est-ce que c'est que les bosons de Higgs? C'est un champ, un peu comme un champ magnétique. Mais Einstein l'avait dit dès les années 40, qu'il existait de la matière noire et de l'énergie noire. Alors, on n'est pas rendu à aller identifier encore qu'est-ce que c'est que la matière noire et qu'est-ce que c'est que l'énergie noire. Mais il manque juste un pas à la science pour pouvoir dire que la matière noire, ce sont les ultimatons et que l'énergie noire, c'est l'énergie pure du paradis. L'énergie pure du paradis, il y a des cyclones qui créent la gravité, créent les ultimatons, et ces ultimatons-là, quand ils rencontrent le champ des bosons de Higgs, ça crée la masse. Qu'est-ce que c'est que la masse? C'est l'énergie sur la vitesse au carré. Alors, à partir du moment où la masse est créée, eh bien, les atomes qui sont électrifiés et avec tout le reste, les atomes qui se réunissent créent la matière, créent les molécules, puis l'union des molécules crée la matière. Alors, la science est rendue là, et dans quelques, je dis de 2 à 5 ans, on va découvrir une planète habitée. Alors, quand les hommes vont apprendre qu'il existe d'autres hommes, d'autres mortels ailleurs, une confirmation de ça. Et toute cette théorie-là que je viens d'expliquer, c'est ce que dit le livre d'Urantia. Alors, ça va donner vraiment un gros coup
pied, si vous voulez, ou un grand coup de pouce au fait que le livre d'Urantia va s'étendre rapidement. On parle d'une explosion, on disait à peu près vers 50 à 75 ans, 1934 plus disons, ces années-là, on est en 2020. Alors, ça tombe assez à point. Alors, je reviens à ma grande question. Ça, c'était la 7e. La grande question est, quand l'homme reçoit-il le souffle de vie? Ce n'est pas à la conception. Je me demande où, à quel moment. Alors, je continue. Si je comprends bien, pour les plantes et les animaux, après la mort, tout est terminé. Est-ce que j'ai sauté? Oui. Alors, la vie elle-même, n'a pas de personnalité et ainsi de suite. Elle est entièrement basée sur l'évolution d'une âme immortelle. La survie est basée sur l'évolution d'une âme immortelle à l'intérieur du mental mortel. Si je comprends bien, les plantes et les animaux, après la mort, tout est terminé. Il n'y a pas de décret de cessation d'existence. Pourquoi alors les jeunes enfants retournent-ils à la garderie du monde des maisons? J'y vois là une différence notoire, pour ne pas dire fondamentale, entre un enfant et un animal. Si l'enfant avait le même mental que l'animal, 5 ajiva, il n'aurait pas d'affaire là. Il faut que le jeune enfant ne soit pas un animal. Qu'est-ce qui le distingue alors de l'animal? Je pense qu'il est logique de penser que ce sont les 2 ajivas de sagesse et d'adoration qui lui ont été conférés et qui donnent la possibilité de développer une âme, possibilité de survie. On dit que c'est une grande bévue d'humaniser Dieu. Je crois que c'est aussi une grande bévue d'humaniser les animaux et encore pire, d'animaliser les humains. Les animaux ne sont pas les enfants des hommes. Ce sont des créatures animales qu'il ne faut pas maltraiter de quelque façon que ce soit, mais ce ne sont pas des humains. Un extrait. On ne peut pas expliquer logiquement le mental humain en termes d'ordre d'existence inférieur. On ne peut vraiment comprendre le mental humain qu'en reconnaissant la réalité d'ordre supérieur, de pensée et de volonté intentionnelle. On ne peut expliquer l'homme comme être moral sans reconnaître la réalité du Père universel. C'est toute une différence entre l'animal et l'homme. L'homme, pour moi, l'homme ne naît pas animal. Je poursuis. On a parlé des ajivas. On sait pour l'ajusteur, on sait pour l'âme. La personnalité. La personnalité, la conscience et le libre arbitre sont également reçus avec le souffle de vie, même s'ils sont potentiels et inopérants au départ. Cette grande différence entre les hommes et les animaux se retrouve aussi au niveau de la personnalité. L'extrait du livre. La personnalité est potentielle chez toutes les créatures douées d'un mental depuis le minimum de conscience de soi jusqu'au maximum de conscience de Dieu. Claude a dit ça tout à l'heure. Mais à lui seul, le fait de posséder un mental n'est pas la personnalité. Et l'esprit ou l'énergie physique non plus. La personnalité est une qualité et cette valeur de réalité cosmique qui est conférée exclusivement par Dieu le Père à ces systèmes vivants où les énergies de la matière, du mental et de l'esprit sont associées et coordonnées, c'est-à-dire chez les humains. La personnalité n'est pas non plus un aboutissement progressif. On ne pourrait pas naître animal, mais après ça avoir une personnalité et être homme. Et le mot personnalité, c'est bien du mot personne. La personnalité peut être matérielle ou spirituelle, mais elle existe ou n'existe pas. Elle existe ou n'existe pas. Ce qui est autre que personnel n'atteint jamais le niveau personnel. C'est un extrait du livre. Sauf par un acte direct du Père du paradis. Alors, je ne pense pas que le Père intervienne chez les animaux pour en faire des hommes. La dernière phrase est très claire.
la personnalité n'est pas le réseau d'une progression ou l'acquisition d'adjuvas supplémentaires ou d'une progression spirituelle. Tu l'as ou tu ne l'as pas. Je crois qu'il est logique de penser que l'être humain a une personnalité du type matériel spirituel, tandis que l'animal, si on peut en parler, parce qu'on on rencontre dans le livre à une ou deux places, on parle de la personnalité de l'animal. Ça me laisse sceptique. Mais de toute façon, c'est strictement, cette personnalité-là serait strictement matérielle. Et on prendrait le mot disons, personnalité un peu comme nos psychologues le prennent. La personnalité de nos psychologues, c'est notre caractère, nos ci, nos ça, nos aptitudes, et ainsi de suite. On peut parler peut-être de transférer le concept de personnalité chez les animaux. C'est vrai que certains animaux ont des façons d'agir, des comportements, des attitudes, des habitudes, et ainsi de suite. C'est simplement au niveau matériel qu'on peut faire le transfert, mais certainement pas au niveau spirituel. Et la dernière phrase est aussi très claire. Ce qui n'est pas personnel ne peut pas passer à personnel. L'humain ne peut pas naître animal car nulle part il est dit que Dieu intervient directement, sans intermédiaire, pour transformer des animaux en personnes. Un autre extrait. L'attribution de la personnalité est fonction exclusive du Père universel. Il consiste en la personnalisation des systèmes énergétiques vivants auxquels il confère des attributs d'une conscience créative relative et le contrôle par le libre arbitre de ces attributs. Alors, nulle personnalité n'est séparée de Dieu le Père et nul n'existe sinon par Dieu le Père. Et la conscience de soi et le libre arbitre sont deux attributs, deux qualités, deux caractéristiques de la personnalité. Ces caractéristiques-là ne peuvent pas exister si la personnalité n'existe pas. Pour qu'un objet ait des caractéristiques, il doit d'abord exister, que ce soit un objet ou autre chose, un être. Alors pour moi, la conscience de soi et le libre arbitre sont là parce que la personnalité est là et ils sont là dès que la personnalité est là. Un autre, je continue un extrait. La capacité d'atteindre la personnalité divine est inhérente à l'ajusteur prépersonnel. La capacité d'atteindre la personnalité humaine est potentielle dans la dotation en mental cosmique de l'être humain. On remonte encore. Le mental cosmique, c'est quand on l'a, c'est quand on reçoit notre souffle de vie. Alors, quand on retourne notre personnalité, c'est au moment où on reçoit notre mental cosmique, au moment où on a le souffle de vie, parce que le mental cosmique nous est donné au moment où on a le souffle de vie. Et on ferme la boucle. Mais la personnalité expérientielle de l'homme mortel est observable comme réalité active et fonctionnelle seulement après que le véhicule matériel de sa vie a été touché par la divinité libératrice du Père universel. Elle est alors lancée sur les mers de l'expérience comme une personnalité consciente d'elle-même et relativement capable de se déterminer elle-même et de se créer elle-même. Le moi matériel est vraiment personnel sans aucune restriction. Je reviens un petit peu, et sa vie a été touchée par on dit, cette phrase-là m'apparaît excessivement importante, mais la personnalité expérientielle de l'homme mortel est observable, on dit bien la personnalité expérientielle, comme réalité active et fonctionnelle seulement après que le véhicule matériel de sa vie a été touché par la divinité libératrice du Père universel. Elle est alors lancée sur les mers, puis elle se développe. Elle se réalise parce que la personnalité est invariable. Donc, elle s'opérationnalise, si vous voulez. Alors là, je reviens à mon texte. Il est dit ici clairement que la personnalité est conférée lors de la dotation du mental cosmique, donc en même temps qu'il reçoit les 7 adjuvats. Il est logique de penser que Dieu le Père et Dieu l'Esprit agissent simultanément. Au départ, elle est potentielle en ce sens qu'elle devient fonctionnelle et observable au fur et à mesure que le véhicule qui l'a reçu se développe.
Nous est-il permis de penser que l'être humain naît sans mental? Le mental n'est pas le cerveau, là. Une telle pensée est, quant à moi, outrageuse. Le mental est déjà là et se développe le mental est déjà là et se manifeste plus tangiblement et au fur et à mesure que le cerveau se développe, ce qui est tout à fait logique. Un extrait. Le mental matériel possède une personnalité et une identité, une identité temporelle. L'ajusteur esprit prépersonnel a aussi une identité et une identité éternelle. Cette personnalité matérielle et cette prépersonnalité spirituelle sont capables d'unir leurs attributs créateurs de manière à faire naître l'identité survivante, c'est-à-dire l'âme immortelle. Je reviens au texte. Pour ce qui est de la conscience, comme elle est une caractéristique de la personnalité, et tout comme le libre arbitre, ils sont nécessairement dans la personnalité. On ne peut pas séparer un élément de ces deux attributs principaux qui la définissent. En conclusion, le mental cosmique, la personnalité et l'identité, ne pas confondre avec l'identité temporelle et l'individualité fixée par l'ADN, sont conférés par intervention divine simultanément dès que le souffle de vie est attribué à l'organisme formé par l'association matière-énergie, et dans le cas de l'être humain, l'association matière-énergie est doublée par l'esprit. L'être humain est un système vivant où les énergies de la matière, du mental et de l'esprit sont associées et coordonnées. Ce qui n'est absolument pas le cas chez l'animal, et comme le passage de l'un à l'autre est impossible, l'homme ne naît pas animal et n'est pas un animal. Historiquement, le stade animal n'aura été qu'un échafaudage pour aboutir au statut humain. Maintenant, l'homme naît humain et ne passe pas par le stade animal. Après tout ce travail de recherche, j'ai passé beaucoup de temps là-dedans, c'est peut-être la 10e version de ce texte-là, là. Je dis ceci. Je n'ai pas la certitude, mais j'ai l'impression que toutes les dotations ou circuits d'ordre supérieur sont dans le cosmos et que chaque véhicule qui reçoit le souffle de vie bénéficie de ces dotations selon les caractéristiques de son ordre, humain, animal ou autre. Que ces dotations, deuxième chose, que je pense, je n'ai pas la certitude, mais j'ai l'impression que toutes ces dotations divines sont réelles en actualité ou en potentiel dès la conception et deviennent observables au fur et à mesure du développement de l'être conçu. Troisième chose, il n'y a pas de traitement cas par cas au début de l'attribution du souffle de vie, mais à la fin seulement au jugement dernier. Alors voilà ce que je voulais. J'espère que je vous ai convaincu que l'homme n'est pas un animal, n'est pas animal. Merci, Guy, pour ta belle présentation. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? André, si. OK. Vas-y, Lynn, je n'ai pas compris ce que tu as dit. Parce que j'ai dit merci beaucoup, Guy, pour ta présentation et je demande s'il y a des commentaires ici. Oui, Yvan Stoll qui a levé sa main. Vas-y, Yvan. Oui. C'est une question qui revient sans arrêt sur le moment où la personnalité arrive. On en a discuté, rediscuté et on n'a jamais trouvé vraiment une réponse claire sur le problème. Il y a juste un petit détail dans le livre que tu as oublié, c'est que l'embryon est un parasite jusqu'à ce qu'il sorte. Donc, en tant que parasite, est-ce qu'il est totalement développé, c'est-à-dire est-ce qu'il est capable de se relier au mental adjuvant,
aux esprits mentaux adjuvants ou pas? Et jusqu'à quel point? Alors, pourquoi l'ajusteur arriverait que vers les 6 ans? Pourquoi, comment dire, pourquoi les êtres humains passent par ces états embryonnaires jusqu'au bébé qui sort et ensuite évoluent très très lentement, je dirais lentement à une certaine capacité d'évolution. Quand on regarde l'histoire de toute l'évolution de l'homme, on nous dit bien que au temps des premiers hommes, la personnalité arrivait plutôt vers les 11 ans. Et ensuite, l'ajusteur. Aujourd'hui, c'est vers plutôt 5 ans ou 6 ans. Mais le fait de la personnalité, ils disent bien, c'est quand les capacités physiques de l'intellectuel sont capables de se connecter au 7e esprit adjuvant. Alors, se connecter, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un corps qui se développe et qui se développe avec une certaine lenteur, et à un moment donné, tout va se mettre à fonctionner. Alors on ne sait pas quand ça se met vraiment à fonctionner. Ça, on ne le sait pas. Mais c'est à ce moment-là uniquement qu'on reçoit la personnalité, parce que tout est en fonction. Donc, elle est ou elle n'est pas. Elle est, quand on est encore à un stade où on n'a que les 5 premiers adjuvants, dès qu'on a les 2 derniers, la personnalité est, point, terminé. Maintenant, quand c'est que ça arrive, est-ce que c'est au stade embryonnaire? Est-ce que c'est après? C'est ça tout le problème. Alors, quand ils nous disent quelque part que l'embryon est un parasite, j'ai comme l'impression quelque part qu'ils sont en train de nous dire que ceux qui avortent, c'est un avortement, point. On enlève un parasite et c'est tout. Il meurt et il n'y a pas de suite. Quand ils disent qu'un bébé est pris dans la nurserie probatoire, là, il y a un petit détail qui laisserait penser que déjà ce bébé-là, il a déjà sa personnalité. Avant, on n'en sait rien. Donc, il y a des étapes dans lesquelles c'est encore un animal. On ne sait pas jusqu'à quand. C'est ça le problème. On ne le saura pas. Sauf si un jour, la science arrive à le déterminer. Quand la science arrivera à déterminer qu'il y a une connexion qui se fait à un certain niveau des esprits mentaux adjuvants, là, on pourra vraiment savoir. Pour l'instant, on ne le sait pas. C'est tout. Merci. Il y a Pierre-Joseph maintenant. Répondre à ça, là. Ah, tu veux y répondre, Guy? OK. Et moi, je n'ai jamais lu le mot connecté. J'ai toujours lu conférer, donner à. Alors, qu'on parle disons, de l'embryon qui est parasitaire, c'est un parasite, ça vit au dépend d'un autre. C'est la définition du mot parasite, vivre au dépend d'un autre. Maintenant, à quel moment apparaît
où se manifeste, où devient tangible la personnalité, puis les adjuvats, puis ainsi de suite, bien, ça dépend du développement. Mais puis quand on dit les deux mots conférer et ressentir, c'est deux mots importants. Et quand on parle de ces choses-là, on dit toujours ces deux mots-là. Alors, est-ce que, disons, quand on nous dit, quand tu as parlé que la personnalité arrive après un certain temps, le mot personnalité vient du mot personne. Il est donné par le Père, tu es une personne. Alors, qu'est-ce qu'il faudra les définir? Qu'est-ce que c'est qu'une personne? C'est être lié au circuit du Père, le circuit de personnalité. Est-ce que on pourrait admettre que les enfants pas avant 3-4 ans, ne sont pas reliés au circuit du Père? Et moi, j'ai eu des enfants, je les ai regardés, comme vous autres aussi, regarder naître et regarder leur première manifestation. Il y a quelque chose là. Quand tu le prends, tu le regardes dans les yeux et qu'il te regarde, il y a une communication qui s'effectue personne à personne. Ce n'est pas personne à objet. Parce que si tu regardes un objet, il n'y a pas de réflexion. Tandis que quand tu prends un enfant, prends-le à 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu le prends l'enfant, il y a une communication bidirectionnelle. Alors, à mon sens, pour qu'il y ait une communication bidirectionnelle, il faut qu'il y ait une réaction personne à personne. C'est pas... pour moi, c'est tellement... Disons, ça me paraît nécessaire d'avoir ça. C'est sûr que c'est une grande question philosophique, hein? Puis, c'est pas réglé, comme tu disais. C'est discuter, on en arrive à ça. Mais moi, c'est ça que j'ai voulu essayer de me convaincre d'une chose, c'est d'aller voir partout, de rechercher partout qu'est-ce qu'il en était. Et je n'avais pas d'idée préconçue. C'est que de recherche en recherche, et mes recherches étaient les suivantes. Je pars d'un mot, et je lis, puis je retiens quelque chose en fonction d'eux. Maintenant, on me dit un mot, je vais voir tout ce qui est écrit concernant cet autre mot, je lis tout, et je me dis, c'est la suite. Je n'ai rien trouvé qui aurait pu arriver, puis dire, oh, ça bifurque ici. Ça bifurque ici. Et ça n'a jamais bifurqué. Et d'un à l'autre, ça s'emboîtait de façon vraiment emboîtée, là. Et jusqu'à temps qu'on arrive, puis ils disent, bon, ça a été le souffle de vie. Et moi, la question pour moi se résume, quand le souffle de vie arrive-t-il? Et là, on parle vraiment de vie matérielle, là, je ne pense pas que ce soit le souffle de vie spirituel. C'est au moment du souffle de vie. En tout cas, je pense que la question, le nœud, si on voulait aller plus loin et avoir une réponse définitive, une réponse philosophique définitive, c'est là qu'il faudrait creuser le souffle de vie. Est-ce que Pierre-Joseph veut intervenir? Oui, un grand merci, Guy, franchement. Ça vaut le coup d'attendre 14 heures et de participer quand je dis attendre, parce que ce sont des questions quand même fondamentales. Comment est fait l'humain et alors, du coup, moi, j'ai tendance à penser que, par exemple, pour aller dans ton sens, que si l'embryogenèse, comme on l'a montré, reflète la phylogénèse, OK? On est d'accord? On est d'accord? Tous les stades qui sont animaux sont repérés à peu près chez l'embryon. En tout cas, on pourrait dire que en observant ce principe-là, en prenant en compte, on doit intégrer aussi le développement de la phylogénèse en passant par les premiers humains, les autres, le développement phylogénétique. Et donc, on pourrait avoir tendance à dire logiquement que l'embryon
est un humain à ce sens-là, puisqu'il a intégré tout son développement phylogénétique jusqu'à l'humanisation. Et donc, effectivement, l'embryon pourrait donc se définir comme un être humain et pas un animal. Il est passé sur le stade d'évolution intégré depuis qu'il est humain. Et que donc, moi je dirais aussi dans ton sens, d'autant plus par rapport à, tu dis, le ressenti vibratoire. Moi j'ai eu 5 enfants, je les ai ressentis, y compris la fécondation. Je le redis parce que je l'ai déjà dit, mais je ressentais à chaque fois, je dis ça y est, tu es enceinte, je ressentais, wow, c'est quelque chose là. J'étais pas le même après ce rapport sexuel-là parce que j'avais senti une présence. Alors, c'est une présence énergétique, et à la naissance, cet enfant, j'ai eu des enfants, c'est comme la lumière, je recevais, voilà. Et on disait, souvent on dit d'ailleurs que ce sont des âmes qui se réincarnent. Moi, je ne suis plus du tout là-dedans, d'autant plus depuis que j'ai lu le livre du Ancien. Ceci dit, il y a une présence. Alors peut-être que ceux qui aiment les animaux vont te dire, quand tu prends un jeune animal qui sort, là, qui vient de naître, je ne trouve pas, moi j'ai assisté, j'étais fils de paysan, je n'avais pas la même présence de ces petits animaux que quand c'est un humain. Mais bon, ça c'est peut-être un parti pris, mais et donc j'irai un petit peu dans ton sens quand même sur la dotation par rapport à ce mental et au souffle de vie, et à ce mental et au vibratoire de dotation, et où, dès qu'il y a une fécondation d'humain, en tout cas moi j'ai ressenti ça, il y avait une présence, il y avait une troisième personne. Pour moi, c'était une présence personnelle. C'était comme s'il y avait quelqu'un dans ce ventre. Voilà. Donc, j'aurais tendance à aller dans ce sens-là, et qu'il faut après, et d'autant plus que la science, et je travaille aussi là-dessus, montre que certes, le cortex n'est pas développé, mais le corps calleux, avec sa glande pinéale, tout ça, ils sont déjà là. Et quand on travaille l'énergétique, le lien au divin, au spirituel, il passe par le troisième œil et le chakra 7 par la pinéale. Cette conscience-là, je pense que, et c'est ça qui gère un peu le développement. Et après, il faut du temps, il faut la sortie, il faut le stade aérien, de même que la larve, elle ressemble à rien, mais toute larve de papillon, elle va devenir un papillon. Et ça ne ressemblera pas, mais c'est quand même un papillon, même si c'est une larve. Ce ne sera pas autre chose. Et quand on dit tout à l'heure, j'entendais le parasite comme l'embryon est parasite de l'humain, et comparer ça dans le contexte de l'âme qui parasite le vivant. Donc, avec cette analogie de potentiel et déjà, et quand on dit que la personnalité, elle décide déjà de sa survie, elle est déjà en connexion. Donc, je me dis, si on compare ça, ce parasitage de l'âme qui se développe, qui devient comme un parasite, donc effectivement, cette analogie-là, elle est dans un continuum, elle inscrit le vivant humain dans un continuum de transformation. Mais donc, l'état d'humain, il existe dès le départ, comme le papillon existe déjà au départ, avant le développement de la larve. Donc, je dirais un peu quand même, au vu de ton travail, et franchement, je te remercie parce que c'est du boulot, et je te remercie. C'est bien. Voilà ce que j'avais à dire. Je dirais, pour disons, enchérir, c'est que dans chaque cellule humaine, tout l'individu est là. Chaque cellule humaine, tout est compris dedans.
Et toutes les cellules qui sont dans le cerveau peuvent être transférées au foie et elles vont devenir des cellules du foie. Les cellules du foie vont aller dans la rate et elles vont faire la fonction de la rate. Tout est inscrit. Alors, et c'est de l'énergie. L'énergie, c'est qui vient du paradis. C'est de la matière qui vient du paradis. Et la conscience végétale, pour revenir, on l'a par les mitochondries qui sont à la base dans les atomes des cellules. Et on travaille, c'est pour ça qu'il faut vraiment accueillir, parce qu'on doit être des végétaux, on intègre toutes ces consciences, nous, en tant qu'humains. Et ça, et ce n'est pas pour autant que le végétal, il va devenir un humain. Mais nous, on a hérité de tout ça et on fonctionne comme une bactérie, on a tout le principe du vivant qui est inclus, voilà. Donc, effectivement, enfin, au vu de ce que tu viens de dire, j'aurais tendance à penser comme ça, que la personnalité, elle est déjà incluse là en potentialité. Parce qu'ils disent même que là-bas, sur le monde des maisons, pour les nouveau-nés, la personnalité, elle sera là, mais elle n'est pas vraiment, elle est potentielle, elle sera attribuée si les parents survivent, mais sinon, elle ne sera pas attribuée. Enfin, il y a une ambiguïté. Là, il y a un flou. Oui. Alors, écoute, il est 22h55. Plutôt que de prendre une pause, il y a quelqu'un d'autre qui voudrait faire un commentaire, Guy. Un autre Guy, c'est Guy Lorrain qui a levé sa main. Oui, j'ai ouvert mon micro. OK. Oui, c'était pour au niveau de merci pour ton partage. Guy, moi, je suis d'accord. Un humain donne naissance à un humain. Un animal donne naissance à un animal, mais ça a pris les animaux pour en venir que les 5 premiers adjuvants se développent, pour qu'on en vienne qu'on vienne à adoration sagesse. Et au niveau de la personnalité, pour moi, la personnalité, on nous dit que le niveau le plus bas, c'est la part du niveau de conscience de soi. Mais au niveau de la conscience de soi, il faut être capable de choisir entre le bien et le mal. Moi, je dis que c'est à partir de l'adoration sagesse. On en vient à être capable de choisir entre le bien et le mal. Moi, d'après moi, la personnalité devrait arriver dans ces points-là. Puis là, l'ajusteur, c'est sûr que l'ajusteur, il ne vient pas habiter si on n'a pas de personnalité. Il faut avoir acquis notre personnalité au niveau de l'adoration sagesse. On a conscience du bien et du mal. Là, l'ajusteur arrive, c'est un peu comme tout en même temps, mais c'est à partir, on nous dit ici, c'est à partir de 5 ans, proche de 6 ans, au niveau de Susururancia. Pour moi, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Mais c'est sûr que les animaux n'ont pas été là pour rien. Les adjuvants se sont pratiqués avec eux pour l'intuition, la compréhension, la connaissance, le conseil, pour que ils se pratiquent pour qu'à un moment donné, quand entendons, ils font ça, nos ancêtres, nos premiers parents, les autres, aujourd'hui, c'est sûr que les bébés qui viennent au monde de mère, c'est des enfants en potentiel. C'est des humains en potentiel. Ça va être des hommes ou des femmes. Si le physique se développe bien, si la pensée se développe bien, ils sont capables de faire un choix moral. C'est sûr que aujourd'hui, des fois, on peut dire qu'ils agissent comme des petits animaux, mais on est grand, on agit comme des petits animaux. C'est sûr qu'on n'a pas toujours, avant d'acquérir la sagesse, puis on agit un peu, même dans le livre de l'Ancien, on nous dit vous agissez des fois comme des animaux. Vous n'êtes pas des animaux, on est des humains, mais qui agissez souvent des comportements animaux des guerres comme on a, ou quoi que ce soit, ou la loi du plus fort. C'est un petit peu comme ça, mais c'est sûr qu'en progressant, bon, ça m'aide. C'est ça que j'avais à partager. Merci. Alors, merci. Il est 22h.